Salut les mecs. Si vous pensiez que My Little Goat serait une douce histoire de petites chèvres jouant innocemment dans la campagne japonaise, détrompez-vous. Ce court-métrage d'animation japonais en stop-motion, réalisé en 2018 par Tomoki Misato dans le cadre de l'Université des Arts de Tokyo, est loin de l'image joyeuse que son titre pourrait évoquer. My Little Goat, ma petite chèvre, mon petit mouton, ça a l'air sympathique. Alors que, en fait, tout au contraire, c'est l'un des récits les plus sombres et troublants que l'animation indépendante japonaise, même l'animation indépendante en termes général, ait jamais produit, puisqu'il est inspiré du conte classique des 7 chevreaux, et ce film explore non seulement les dangers physiques d'un prédateur, comme le grand méchant loup, mais également les horreurs psychologiques et les traumatismes sous-jacents qu'une telle situation pourrait engendrer. Alors sans plus attendre, explorons tous ensemble ce chef-d'œuvre glaçant. Là, il s'agira d'un court-métrage japonais qui est donc effectivement Les 7 chevreaux, et qui adopte une interprétation unique et sombre du conte classique des frères Grimm. Réalisé en stop-motion, ce petit court-métrage se distingue effectivement par son style visuel saisissant et son traitement de thème, il faut le dire, très mature. Donc il s'agit toujours effectivement de 7 chevreaux qui se cachent chez eux, dans leur petite cabane dans la forêt, tandis que leur mère est partie faire les courses ou je ne sais quoi, et donc le loup en profite pour essayer de venir les manger. Sauf que là, le problème, c'est que le loup n'est pas seulement un prédateur dans ce court-métrage, mais c'est surtout une métaphore des abus parentaux. Et ce choix narratif transforme un conte traditionnellement destiné aux enfants en une représentation perturbante, et sans concession des violences familiales, et même des violences sexuelles en termes généraux. Le film choque par sa représentation explicite et graphique des abus, abordant un sujet souvent tabou avec une honnêteté vraiment brutale. Je veux dire, les scènes, bien que stylisées, sont d'une intensité émotionnelle remarquable, laissant les spectateurs à la fois captivés, mais surtout mal à l'aise. Ce contraste entre la familiarité du conte et la dureté de sa réinterprétation crée un impact puissant et mémorable. Je veux dire, la scène où la maman chèvre sort ses enfants du ventre du loup et qu'on voit leur peau totalement carbonisée par l'acide gastrique du loup, ouf! En plus, c'est la première scène du film, donc voilà, clairement, tu vois plus ou moins dans quoi t'as mis les pieds. Et en plus, les chevreaux en question sont d'une mignonnerie et d'un kawaïisme à toute épreuve, il faut le dire. La fin est plutôt sympa d'ailleurs, avec chacun des membres de la fratrie se voyant offrir un beau manteau pour cacher leurs cicatrices, symbolisant, bon, la possibilité pour les enfants de gérer et d'accepter leur trauma, de vivre avec malgré tout, bref, bon, voilà quoi. C'est court, c'est sympa, c'est choquant, tout ce qu'on aime. Bon, si je devais aller un peu plus loin dans mon analyse de ce chef-d'œuvre du court-métrage indépendant japonais, eh bien, quand même, je pense qu'il faudrait creuser ce côté un peu métaphore du film, puisque l'histoire est clairement une métaphore complexe, justement, des traumatismes générationnels et de la difficulté à laisser aller le passé. La mère chèvre, incapable de surmonter les blessures que ses enfants ont subies, projette ses angoisses sur un autre enfant qui t'a rien demandé, et ça crée un cercle vicieux où ni elle, ni ses enfants ne peuvent avancer. Les cicatrices et des coutures grotesques qui symbolisent les blessures émotionnelles visibles que les personnages portent. Ces éléments renforcent le ton sombre du film, tout en soulignant que le vrai loup, entre guillemets, et de façon encore une fois métaphorique, pourrait être en fait le poids des attentes et des regrets. Au-delà de ça, le choix de l'animation en stop-motion, un peu à la Wallace et Gromit et Chicken Run, est parfaitement adapté au ton du film, puisque là, bon, en termes de comparaison, c'est beaucoup plus du Coraline que du Chicken Run, mais bon, vous m'avez compris. Les textures rugueuses et les mouvements légèrement saccadés des personnages ajoutent une sensation d'étrangeté qui amplifie l'atmosphère des plus oppressantes. Les expressions des personnages, bien que simplifiées, capturent une gamme d'émotions intenses, de la terreur à la tristesse, en passant par la détermination. Les décors sont minimalistes, souvent confinés à l'intérieur de la maison en bois, et contribuent à l'impression d'enfermement, reflétant l'état mental des personnages. Chaque détail visuel, des ombres projetées sur les murs à l'éclairage tamisé, est utilisé pour renforcer la tension. Et au final, ça reste quand même un conte des frères Grimm réinterprété, puisque la décision d'ajouter Natsuki, l'enfant humain, et d'introduire les thématiques de l'abus et du traumatisme intergénérationnel, transforme la fable en une œuvre beaucoup plus psychologique et contemporaine. Le film devient une exploration non seulement de la violence, mais aussi de la manière dont les victimes et leurs proches tentent de survivre et de se reconstruire après des expériences bouleversantes. C'est une allégorie du traumatisme, on va pas se mentir, et c'est l'un des éléments les plus poignants du film, puisque l'utilisation des cicatrices comme métaphore fait montre de cela. Quand le miroir interdit révèle les blessures du chevreau aîné, cela symbolise le moment où une victime est confrontée à la réalité de son traumatisme et des dégâts sur son corps et de sa psyché. Brisant la façade du déni et d'oubli construit pour se protéger. Natsuki, en offrant son sweat en laine au chevreau aîné,
afin de couvrir ses cicatrices, fait plus que partager un vêtement. Il offre une reconnaissance mutuelle de leur douleur commune. Ce moment cristallise l'un des messages centraux du film. Nous portons tous des cicatrices, visibles ou invisibles, mais nous pouvons tous nous soutenir, nous serrer les coudes, afin de surmonter ces expériences terribles. Et puisqu'on parle de métaphore, parlons un peu du monstre métaphorique du loup, qui est donc évidemment le père de Natsuki, qui se transforme progressivement en loup, et ce n'est pas une simple transformation physique. Il s'agit là d'une métaphore puissante, pour représenter comment Natsuki voit son agresseur comme une figure monstrueuse. Cette transformation du père de Natsuki humain en loup souligne également la manière dont le film lie la figure du loup au concept d'un prédateur dans un contexte beaucoup plus personnel et dérangeant. Mais malgré son apparente noirceur, My Little Goat trouve une forme de lumière. Dans la scène finale, où les chevreaux et leur mère se préparent activement à empêcher de futures tragédies, le film transmet un message d'autonomisation et de résilience, d'endurance en fait. Le port des capuchons par tous les chevreaux à la toute fin du film symbolise leur acceptation de leurs cicatrices, leur acceptation de leur trauma et leur détermination d'aller de l'avant malgré les horreurs qu'ils ont vécues. Et même si la fin est amère, elle est puissante. La décision de terminer le film sur une note ambiguë, avec la chaussure du père émergeant de la rivière, sert de rappel brutal que, même après la victoire entre guillemets, les cicatrices restent. Ce n'est pas un happy ending au sens classique, mais plutôt une fin qui reflète la complexité de la vie après un traumatisme. L'espoir est présent, mais la douleur ne disparaît jamais vraiment complètement. Et en seulement 10 minutes, puisque... encore une fois, c'est un court-métrage, My Little Goat parvient à raconter une histoire qui rivalise avec les meilleurs longs-métrages en termes de profondeur émotionnelle et narrative. Ce n'est effectivement pas un film pour les âmes sensibles, ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains, mais pour ceux qui cherchent une œuvre qui mélange brillamment le conte classique, la symbolique moderne et une animation visuellement saisissante, pour moi, My Little Goat, c'est tout simplement un incontournable. C'est disponible en ligne, gratuitement sur YouTube, et c'est une œuvre, My Little Goat, qui vous marquera longtemps après son visionnage. C'est une célébration poignante de la résilience et une exploration intransigeante des aspects les plus sombres de l'humanité, le tout enveloppé dans un emballage magnifiquement artisanal, magnifiquement animé, magnifiquement stop-motionné, comme vous le voulez. Alors si vous êtes prêt à affronter cette expérience émotionnellement unique, allez-y, mais ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu par l'oncle Yaji. Salut les mecs. Alors là, il va s'agir de la FAQ des 50 000. Déjà, un immense merci à vous tous, hein. La chaîne continue de grimper, c'est clairement grâce à vous. Donc, franchement, je pensais pas qu'on irait aussi loin, et on va encore continuer comme ça. Toujours plus loin, j'ose l'espérer. Faudrait également que je m'excuse parce qu'à la base, je devais faire cette FAQ pour les 40 000. Bon, finalement, ça s'est pas fait pour, des raisons et d'autres. Quoi qu'il en soit pour cette FAQ, j'ai recueilli toutes vos questions via mon message communautaire YouTube. Et voilà, je vais essayer d'y répondre avec une franchise relative. Évidemment, j'ai essayé de classer un peu toutes ces questions, hein. Je vais pas y répondre dans l'ordre, je les ai classées plus ou moins dans plusieurs catégories. Première catégorie, c'est-à-dire les questions sur la chaîne et l'avenir de la chaîne. Donc déjà, est-ce que je vais faire plus de vidéos centrées sur le storytelling, comme celle sur Garfield, les Simpsons et tout ça? Oui, je vais continuer, mais c'est décourageant. On va pas se mentir, quand ça bide en tout cas. C'est décourageant quand ça bide, parce que ma fameuse vidéo, enfin je dis ma fameuse, justement pas fameuse du tout, parce que personne ne l'a vue sur Nox, c'est vraiment typiquement le genre de vidéo qui me déprime en fait. Parce que moi et toute mon équipe, on a vraiment bossé dur pendant plusieurs semaines pour la sortir, et finalement, la vidéo, je sais même pas si elle a dépassé les 5000 vues, quoi. C'est quand même complexe. C'est des vidéos qui sont plus difficiles à sortir, qui demandent effectivement beaucoup plus d'efforts au niveau du montage notamment, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je vais continuer, mais c'est sûr que quand ça rate, ça rate. Alors qu'une vidéo de base, lorsqu'elle rate, c'est pas grave finalement. Bon. Ensuite, question suivante, est-ce que je compte faire plus de vidéos sur les jeux vidéo? Écoutez, moi j'aimerais. Le problème, c'est que toutes mes vidéos sur les jeux vidéo ont toutes bidé. Elles sont boudées par la communauté analyse en termes général, et le retour sur investissement, encore une fois, est difficile à assumer, parce que faut prendre en compte le montage, que ce soit audio, et également, bien évidemment, le montage vidéo, l'écriture, la minière, voilà. Tout ça, ça coûte du temps, tout ça, ça coûte de l'argent. Moi, en ce qui me concerne, ça me plairait de continuer à parler de jeux vidéo, mais la vérité, j'en ai sorti plein des vidéos sur les jeux vidéo, et il n'y en a pas une seule qui a percé. Enfin, qui a percé entre guillemets, toute proportion gardée, selon de la taille de ma chaîne, bien évidemment. Hein. Une vidéo qui perce de chez moi, c'est pas la même chose qu'une vidéo qui perce de Squeezie, évidemment, vous m'avez compris, mais bon, voilà, moi je vais continuer, effectivement, lorsque je pense avoir de bonnes idées de vidéos, mais vous l'aurez compris, je vais pas forcément aller me tordre en 5 pour sortir des vidéos sur les jeux vidéo, quand je sais que ça n'intéresse pas ma communauté, donc forcément c'est compliqué. Ensuite, écoutez, je vais répondre à une question qui prouve que ça fait un peu trop longtemps que j'aurais dû sortir cette vidéo 50 000 abonnés, c'est-à-dire, est-ce que tu penses faire des vidéos sur One Piece
Un jour, bah écoutez, au moment où j'enregistre la vidéo, j'en ai sorti une déjà sur la chaîne qui a plutôt bien marché, et j'en ai encore pas mal, au moins 3 qui sont en montage. Donc il est possible que le temps que vous tombiez sur cette vidéo, il est même possible en réalité que j'ai sorti 2 à 3 vidéos One Piece de plus, donc voilà quoi. Moi à la base, de toute façon, de toutes les manières, j'en ai parlé dans ma première vidéo One Piece, sur les 20 incohérences One Piece, c'est que il m'a fallu du temps pour me replonger dans le manga. Je l'ai fait, on va le dire, pour la chaîne, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait sinon. Bon voilà, j'avais arrêté One Piece à l'époque où j'étais à la fac, durant l'arc Thriller Bark, c'est-à-dire entre le tome 45-50. J'avais arrêté pas parce que One Piece s'était éclaté, mais parce que One Piece, bah, c'est un shonen. Rien qu'à l'époque, je commençais clairement à en avoir marre de la formule shonen. Voilà, bon, le pouvoir de l'amitié, les gentils contre les méchants, le personnage complètement stupide qui kiffe bouffer, voilà, les flashbacks, Nakama. Bon, clairement, j'en avais plus qu'assez. One Piece le fait très bien, mais One Piece le fait. C'est ça le problème, c'est qu'il fait tous ces tropes, One Piece le fait, il le fait bien, mais il le fait, c'est des tropes que je ne peux plus me voir en peinture. Maintenant, voilà, l'appât du gain oblige, la YouTube monnaie oblige, je me suis forcé effectivement à donc reprendre le manga depuis le début et jusqu'à rattraper plus ou moins mon retard. Ça m'a pris un an. Ça m'a pris beaucoup d'efforts, mais je ne regrette pas d'avoir tout relu, parce que, au moins ne serait-ce qu'au niveau de ma culture G, quand même, voilà, je sais ce que c'est que le haki, je sais qui sont Imu, Joy Boy, Xebec et toute l'équipe, voilà, je connais la différence entre un Logia, un Zoan et un Paramecia. C'est quand même le minimum, à l'heure d'aujourd'hui, de savoir ce genre de petites conneries. Lorsqu'on se pique, lorsqu'on se targue d'être, comment dire, un commentateur sur les animés et les mangas, je pense que c'est quand même le minimum. Voilà, quoi qu'on pense de One Piece ou pas, bon, c'est quand même bien, voilà. Effectivement, je connaissais plus ou moins ces termes avant, mais étant donné que je me suis arrêté avant Marineford, la plupart de ces connaissances-là, c'est-à-dire, voilà, Joy Boy et nanana, c'est des choses qui n'étaient pas présentes à l'époque, et même de toutes les manières, même si ça l'avait été, ça faisait 10 ans que j'avais arrêté totalement One Piece, donc voilà. C'est bien, ne serait-ce que pour ça, voilà, pour le reste, après, ça peut se discuter. De toute les manières, je donne mon avis dans mes vidéos One Piece, sur One Piece forcément, donc si vous voulez savoir ce que je pense de la saga épique de Eiichiro Oda, bah écoutez, je vous aiguillerai vers mes vidéos One Piece. Ensuite, question suivante, est-ce que je compte faire plus de vidéos sur Warhammer 40 000 ou GTA? Bon déjà, plus de vidéos Warhammer 40 000, j'en ai jamais fait, je connais pas. Voilà, je connais pas, il est très possible que je m'intéresse à la licence, un de ces 4, mais là pour l'instant, je ne m'y connais pas. Concernant GTA, bah écoutez, moi j'aime beaucoup GTA, surtout GTA 4, mais le problème c'est que toutes mes vidéos GTA ont toutes bidé. Donc, encore une fois, voilà, ça ne m'encourage pas forcément à aller continuer là-dessus. La vérité, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la licence, donc voilà, si vous voulez savoir effectivement ce que je pense de GTA et tout ça, bah, je vous aiguillerai à ma vidéo qui a ultra bidé sur ma tier list des meilleurs personnages de GTA, voilà. Je dis plus ou moins tout le bien et tout le mal que je pense de la franchise dans cette vidéo, donc voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, est-ce que tu comptes parler de BoJack Horseman? Bah écoutez, c'est très possible, la série est superbement bien écrite, et même si le côté effectivement un peu sitcom, un peu drama ne m'intéresse pas forcément, bah je respecte quand même beaucoup le fait que les scénaristes n'ont pas cherché à trouver des excuses à BoJack. C'est quelque chose dont je pourrais peut-être parler dans une vidéo bien particulière. Le fait qu'il n'ait pas cherché à trouver une rédemption à la dernière minute pour BoJack, contrairement à dans Breaking Bad, voilà, par exemple. Moi j'aime bien. J'aime bien ce côté-là, du fait qu'on n'essaie pas de te faire penser que le fait que BoJack ait eu une enfance douloureuse avec sa mère abusive est une excuse, voilà, pour justifier son attitude horrible et tout. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans BoJack. Bon, il y a d'autres choses que j'ai moins aimé dans BoJack, mais voilà. Il est possible que je fasse peut-être une vidéo sur BoJack Horseman. Je suis pas forcément un méga fan, mais voilà, il y a 2-3 trucs que je respecte dans cette série. Je pourrais peut-être en faire. Je promets rien, mais peut-être, pourquoi pas. Ensuite, est-ce que je compte faire des vidéos sur les jeux Soulsborne? Bah non, je compte pas en faire. Moi j'aime pas trop les Souls, pour être tout à fait honnête avec vous. Les jeux From Software, c'est pas trop mon délire. Dans le sens où c'est des jeux à scénario ultra cryptique. Le protagoniste ne parle pas en général, d'ailleurs il est créé par le joueur donc il n'a aucune personnalité. Voilà, le scénario, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le scénario des Souls, faut aller creuser, c'est du lore, faut lire, faut aller sur internet. C'est pas forcément le genre de truc qui me fait triper, je vais pas vous mentir. Encore une fois, je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est pas mon délire. J'ai terminé le premier Dark Souls, voilà. Mais rien qu'à mon arrivée à Norlondo, j'avais compris que c'était pas le jeu qu'il me fallait. Je suis allé au bout quand même, j'ai un peu galéré, même beaucoup galéré. Mais voilà, c'était juste histoire de, effectivement, cocher Dark Souls sur mon tableau de chasse, mais
clairement, c'est pas mon délire du tout. Alors que pourtant, en plus, l'ambiance, enfin, je veux dire, le côté Dark Fantasy, c'est mon genre préféré, la Dark Fantasy. Hein. Ne suis-je pas, après tout, un fan de Berserk, mais voilà, le fait que, vous l'aurez compris, le scénario ultra cryptique, le fait que le personnage principal n'ait pas de personnalité, moi, c'est ce genre de choses qui, clairement, me débectent immédiatement. J'arrive pas à m'immerger dans ce genre d'histoire. Voilà, tout simplement. Ensuite... question suivante, là aussi, ça va être marrant parce que on me pose la question, est-ce que je compte faire une vidéo sur le juge Holden et sur Blood Meridian de Cormac McCarthy? Voilà, elle est déjà postée sur la chaîne, cette vidéo. J'en ai posté 2, il me semble, de vidéos sur le juge Holden. Après, c'est pas des vidéos spécifiques sur Blood Meridian, mais la vidéo sur les 20 méchants qui gagnent à la fin et la vidéo je crois, du top 30 des meilleurs méchants fiction ever. Je parle du juge Holden dedans, donc voilà. Je vous aiguillerai vers ces vidéos-là. Ensuite, vas-tu faire des vidéos sur les comics Spawn, The Boys, The Mask, Irredeemable et l'univers Valiant? Alors, The Boys, c'est déjà fait. Irredeemable, ça va arriver. Voilà, j'en avais effectivement un peu parlé dans ma toute première vidéo Omniman. Ça va arriver, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour, Spawn et The Mask, peu de chance. Voilà, peu de chance. J'aime bien le comics, j'aime bien les comics The Mask, cela étant dit. C'est extrêmement violent. Beaucoup plus violent que ce que je pensais avant, effectivement, d'avoir ouvert le premier tome. Mais bon, voilà, ça s'arrête là en ce qui me concerne. Et pour l'univers Valiant, je connais pas. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur le Seigneur des Anneaux? Bah déjà fait, j'en ai fait même plusieurs. Il n'y en aura pas beaucoup, il me semble qu'il n'y a que 4 ou 5 questions là-dessus. Bon alors, pourquoi est-ce que tu fais des compilations de plusieurs vidéos mises bout à bout? Voilà, la fameuse question. J'ai déjà répondu à cette question lors de ma FAQ des 25 000 abonnés. Bon, je vais essayer de vous faire peut-être un petit condensé de ma réponse. En fait, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que ça permet effectivement aux nouveaux venus de vite trouver, de pouvoir avoir accès à mes vidéos beaucoup plus facilement. Vu que j'ai quasiment 1500 vidéos postées sur ma chaîne, c'est quand même complexe pour un nouveau venu d'arriver, voilà, bon, c'est un peu une montagne infranchissable, d'une certaine manière. D'ailleurs, bien souvent, lorsqu'on vient me parler sur Discord, parce que j'ai un Discord, attention, Discord de la communauté, n'hésitez pas à aller cliquer dessus et nous rejoindre. Bien souvent, on me dit, oui, est-ce que tu as parlé de ça? Il faudrait que tu parles de ça, il faudrait que tu parles de ça. Et bien souvent, j'ai déjà parlé de ce sujet, c'est juste que, étant donné que j'ai 1500 vidéos, si ce n'est plus, voilà, c'est un peu compliqué de toutes les voir. C'est bien pour tout le monde que je les compile. Ensuite, deuxième raison, ça permet de me reposer un peu, parce que comme vous le savez, je poste une fois tous les 2 jours, je poste à peu près entre 5 et 4 fois par semaine, ce qui est quand même pas mal, donc je peux me permettre, je pense, une fois de temps en temps, et même 1 à 2 fois par semaine, de lâcher un petit recyclage, ça peut être sympathique. Franchement, moi, je vous le dis, ceux qui me critiquent par rapport à ça, pour moi, en ce qui me concerne, c'est inaudible. Je vous le dis, parce que si je ne postais qu'une fois à 2 fois par semaine, je peux comprendre que le recyclage puisse être considéré comme du foutage de gueule, mais là, clairement, en ce qui me concerne, ça l'est pas. J'abreuve assez la chaîne de contenu quasiment tous les jours pour me permettre effectivement de recycler une fois de temps en temps. Voilà, ça me permet aussi, on va pas se mentir, de pouvoir rentabiliser un peu et de me faire un peu de YouTube monnaie supplémentaire. Voilà, je suis toujours extrêmement honnête avec vous, hein. Jamais je vais commencer à vous dire que je le fais parce que je suis gentil et parce que nanani nana. Voilà, il y a de ça, mais il y a aussi effectivement le fait que la chaîne a besoin d'argent pour tourner, on va pas se mentir. Voilà, donc moi je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je sais que beaucoup me critiquent par rapport à ça, et pour vous dire la vérité, je suis pas forcément... Si, je suis quelqu'un de têtu dans la vie de tous les jours, mais je suis quelqu'un qui écoute les critiques, hein. Il y a souvent, lorsqu'on me dit, écoute, Yaji, ça c'est pas bien, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça, moi il y a pas de souci. Non, il faut vraiment comprendre que moi je peux me remettre en question, c'est-à-dire que moi, par exemple, les critiques que je me suis pris sur ma vidéo sur Bleach, moi j'ai pas commencé à dire, ouais, vous avez tort, j'ai raison. Non, je me suis rendu compte assez rapidement que la vidéo était mauvaise, je me suis mal exprimé, certains points étaient mal présentés, et certains points étaient faux aussi, on va pas se mentir, voilà. Donc moi, je suis pas forcément un gars qui va toujours dire qu'il a raison, que tout le monde a tort. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je peux me remettre en question, vraiment. Je suis le genre de personne qui n'a pas de problème à dire pardon, à dire je m'excuse, à dire je me suis trompé. En ce qui concerne vraiment cette histoire de recyclage, j'ai vraiment flairé, soupesé et, comment dire, considéré le problème de toutes les façons possibles, je pense. Et très honnêtement, je pense que ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Voilà, tout simplement. Si ça ne vous plaît pas, j'en suis désolé, mais la vérité, quel est le problème? Si vous remarquez effectivement qu'une vidéo est du recyclage, eh ben écoutez, vous savez quoi? Vous n'avez qu'à attendre le lendemain. Voilà, le lendemain ou dans 2 jours, eh bien, il y aura une autre vidéo, celle-là, la totalement inédite, qui sortira. C'est pas si grave que ça. Je pense vraiment qu'il y a pire. Voilà, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, mais bon, après, peut-être que effectivement, certains d'entre vous parviendront à me convaincre, mais en ce qui me concerne, pour moi, ce n'est pas un problème.
Voilà, et j'ai beaucoup réfléchi à la question. Bon allez, question suivante, comment est-ce que je fais pour être aussi productif? Est-ce que ça m'arrive de dormir? Mais écoutez, il faut savoir que, et là c'est vraiment les vieux de la vieille, à l'époque, en 2021-2022, où j'ai commencé vraiment à essayer de professionnaliser la chaîne, j'avais beaucoup de mal à même sortir une vidéo par semaine. En fait, c'est parce que je faisais quasiment tout seul. Le truc, c'est que plus j'ai effectivement pris du galon sur YouTube, plus j'ai commencé à me créer ma petite équipe. Ça a pris des années. Il faut savoir que 2022, 2023, même 2024, j'avais une équipe qui était fluctuante. Il y avait quand même pas mal de turnover, on va dire, si vous me permettez ce petit anglicisme. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai une équipe solide. J'ai une équipe solide et ça me permet effectivement donc de pouvoir écrire et enregistrer en toute quiétude, en sachant que de toutes les manières, j'ai toujours d'autres personnes qui seront là pour m'aider à monter, pour m'aider effectivement à gérer la chaîne. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Enfin, je gérais la chaîne tout seul, mais au niveau du montage, que ce soit audio ou vidéo, évidemment que, bah oui, je suis... on ne peut plus aider par vraiment une équipe de gens extrêmement efficaces, extrêmement efficients. Voilà. Je ne pourrais pas rêver mieux, pour être tout à fait honnête. J'ai une excellente équipe, et c'est grâce à elle, beaucoup plus que grâce à moi, et je dis pas ça par fausse modestie, c'est la vérité. Hein. C'est grâce à l'équipe plus qu'à moi que la chaîne tient debout. Hein. Si eux s'en vont, la chaîne elle s'effondre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moi j'ai beau rester, il restera rien. Hein. Enfin voilà quoi. Tout ça pour vous dire que oui, je suis un gars plutôt productif, surtout quand je suis passionné par quelque chose. Mais c'est surtout... Mais cette productivité vient beaucoup plus de la qualité de mon équipe et des gens qui travaillent avec moi plutôt que du fait que je ne dorme pas. Voilà, même si c'est vrai que je dors assez peu ces derniers temps. C'est quelques années que je dors, je crois, 5 heures par nuit, 5-6 heures par nuit. Voilà, je sais pas pourquoi, franchement je ne sais pas. Je sais pas. Maintenant que j'ai des responsabilités, j'ai du mal à dormir. Il fut un temps où effectivement je dormais 7 à 8 heures. Là maintenant, voilà, 5 heures et je suis debout, quoi. Je sais pas pourquoi. Franchement, ce n'est pas voulu. J'aimerais dormir plus pour être tout à fait honnête avec vous, mais je sais pas. Je me réveille et puis j'arrive plus à me rendormir, donc bah, je me lève, bah, je bosse quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, question qui suit, comment fais-tu pour lire et consommer autant d'œuvres entre films, séries, jeux vidéo, nanani nana. Bah écoutez, je consomme énormément de fiction, ça c'est vrai, mais c'est dû à une seule et unique raison, et c'est la chose effectivement en général que l'on me reproche bien souvent dans les commentaires de la vidéo, c'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas grand chose. Je suis, et je l'ai toujours été, hein, depuis que je suis petit, hein, je suis né, comme j'aime bien le dire, avec la rage au ventre, j'ai toujours été très mauvais public. Très mauvais public. Voilà. J'aime pas grand chose. Et le problème lorsque l'on n'aime pas grand chose, c'est qu'il faut effectivement aller gratter, aller chercher des fictions, des films, des séries, des jeux un peu partout, plutôt que de se contenter des trucs basiques que tout le monde connaît, pas forcément par élitisme, mais justement parce que voilà, j'ai envie de m'enjailler aussi, quoi. Sauf que évidemment, j'ai du mal à m'enjailler avec le truc de base. Donc je vais aller chercher effectivement, je vais essayer d'aller consommer et chercher jusqu'à trouver l'œuvre de fiction qui me fait triper et qui me fait voler et qui me fait ressentir des trucs, qui me parle, dont le propos est intéressant, dont les thèmes sont stylés, dont le développement de personnage me prend aux tripes. Donc forcément bah ça me pousse à aller chercher là où la plupart des gens ne vont peut-être pas chercher. Cela étant dit, moi ça me dérange absolument pas comment dire, de me contenter d'œuvres mainstream quand elles me plaisent, hein. Par exemple, voilà, que ce soit le premier The Last of Us, Undertale, là je parle effectivement d'œuvres qui sont extrêmement mainstream, Shingeki no Kyojin, de la même manière, voilà, ces œuvres-là, moi je les trouve extraordinaires, je les aime énormément, je l'ai toujours dit, je n'ai pas tari d'éloge sur ces œuvres-là, entre autres, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres œuvres aussi mainstream que j'aime beaucoup. Donc voilà, bien souvent on me dit que je suis effectivement un espèce de mec qui déteste des œuvres selon parce qu'elles sont populaires. Bon, c'est pas le cas clairement. Donc quand quelque chose de populaire est aimé de tous et selon mes critères qualitatifs, bah pour moi c'est parfait. Donc voilà. En espérant effectivement avoir répondu à cette question de la manière la plus exhaustive possible. Ensuite, question qui suit, et là on clôturera le chapitre 2, c'est-à-dire sur le contenu et ma façon de travailler. Est-ce que je pense continuer YouTube longtemps? Est-ce que je compte peut-être m'arrêter un moment? Mais écoutez, moi, franchement, je n'ai aucune envie d'arrêter YouTube. Voilà. Déjà parce que ça me plaît, parce que c'est l'un de mes rêves depuis un certain temps maintenant. En fait, j'en avais parlé dans ma FAQ des 25 000 abonnés. J'avais dit effectivement que, rien qu'à l'époque du Nostalgia Critique, là on parle effectivement de la fin des années 2000, je trouvais ce concept de critiquer les œuvres de fiction, que ce soit jeux vidéo, séries, films animés, et de se filmer en critiquant, je trouvais ça mais vraiment un concept novateur, incroyable, ça m'a toujours extrêmement plu, j'ai toujours été vraiment très vorace
vis-à-vis de ce type de contenu-là, et ce depuis mon adolescence. Donc ouais, non, je compte pas m'arrêter. Et aussi, on va pas se mentir, encore une fois, je vais vraiment essayer d'être le plus honnête possible avec vous, il y a aussi le facteur pécunier, hein, le facteur argent, qu'il ne faut pas mettre de côté. Moi, ça me permet effectivement de mettre un peu de beurre dans les épinards. Pour l'instant, c'est pas forcément incroyable, mais j'ai bon espoir que dans un futur relativement proche, je puisse quand même manger peut-être un peu Gucci. J'ose l'espérer, voilà, en tout cas c'est tout le bien que je me souhaite. Donc voilà, il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. C'est sûr que, de toute façon, je l'ai déjà dit la dernière fois et je le redis, hein, s'il n'y avait pas le facteur pécunier, je ne sortirais pas autant de vidéos par semaine. Ça c'est une évidence. Voilà, je suis honnête avec vous, hein. Je pourrais très bien vous dire que je fais ça seulement par passion, mais ce serait vous mentir et j'ai pas envie de vous mentir. Voilà. Ensuite, question plus personnelle. Alors, quel âge j'ai et qu'est-ce que je compte faire d'autre sur ma chaîne? Alors, au niveau de mon âge, bah écoutez, j'ai pas envie de vous donner mon âge exact, mais oui, j'ai plus de la trentaine, j'ai le début de la trentaine, on va dire. Et qu'est-ce que je compte faire d'autre sur ma chaîne? Bah écoutez, rien. Je fais plus ou moins ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne, hein. Je pense que je vais pas faire autre chose. Il est vrai qu'à l'époque de la FAQ des 25 000, on m'avait demandé si je comptais faire du storytelling. J'avais dit que je n'étais pas certain, et que peut-être j'allais ouvrir une seconde chaîne. Bah écoutez, voilà, force est de constater que je n'ai pas fait, enfin, si, j'ai commencé et j'ai posté des vidéos storytelling, mais je n'ai pas ouvert de seconde chaîne. Voilà, donc je pense que je suis arrivé un peu au pic de ce que je pouvais proposer en ce qui concerne les concepts, hein, donc je vais continuer là-dessus, hein. Voilà. J'avais essayé d'autres trucs, hein, j'avais essayé effectivement des tier lists et tout, bon, voilà. Moi j'essaye de tout, je fais feu de tout bois. Ça n'avait pas marché, donc forcément, voilà, quoi. Ensuite, j'ai une série de questions vis-à-vis de ma profession, que je ne vais pas révéler, désolé. Mais voilà, il y en a beaucoup effectivement qui pensent que je suis enseignant, que je suis professeur, je suis pas certain de savoir pourquoi. Il est vrai qu'à un moment donné, lors d'une de mes vidéos sur My Hero Academia, j'avais dit que j'aurais aimé, je crois, que la profession d'enseignant en France soit aussi respectée qu'elle ne l'est au Japon. Je crois que c'est à partir de là que beaucoup de personnes ont commencé à considérer que j'étais enseignant. Bah écoutez, je vais laisser le mystère. Voilà, pensez ce que vous voulez, je ne vous le dirai pas. Voilà, et après tout, être enseignant de quoi? Après, voilà, entre prof de judo, prof de moto et prof de chasse à la taupe, il y a plusieurs mondes. Donc voilà, je vais maintenir le mystère encore un certain temps. Ensuite, mes 3 youtubeurs favoris. Bah écoutez, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des youtubeurs favoris, bien sûr. Bon, le premier. Quand je dis mon premier youtubeur favori, c'est le premier youtubeur que j'ai considéré comme étant mes favoris. Je l'aime toujours à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être pas toujours autant, mais je l'aime toujours, évidemment. Hooper, qui est un peu, on va dire, le daron du vidéo test en France. C'est un peu avec lui que j'ai fait mes armes. Et c'est en partie grâce à lui que je fais ce que je fais aujourd'hui. Même si, bon, on fait pas exactement la même chose, mais à l'époque, il faisait des reviews. Bien sûr. Il dit toujours qu'il en refera un jour, bon j'en doute, hein. j'en doute, mais bon, pourquoi pas, en tout cas, s'il en refait, enfin, je serai le premier à les regarder, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je serai client de ses reviews et de ses avis, donc voilà, Hooper, bien évidemment. Un esprit de déduction peu commun. Ensuite, Marvel Fit, je sais que c'est pas forcément un personnage apprécié de tous, mais écoutez, voilà, moi je suis pas forcément ici pour me faire des potes non plus. Je veux dire, je dis la vérité, moi je l'ai toujours apprécié, Marvel Fit d'ailleurs, je l'ai tellement apprécié que j'ai fait une vidéo de featuring avec lui. Si vous l'avez vu, ma vidéo sur top 20 des sorciers d'Harry Potter, moi je l'ai bien Marvel, je sais qu'il est vraiment pas apprécié, voilà. Après, la vérité, on peut ne pas l'apprécier parce qu'il a pas la langue dans sa poche, le Marvel, mais ce qui est certain, voilà, les mecs qui te disent harceleur par harceleur, non, les amis, s'il vous plaît, vous ne vous êtes pas intéressé à l'affaire, moi je me suis intéressé à l'affaire. Si vous regardez un peu les tenants et les aboutissants de l'affaire Marvel, vous verrez qu'en réalité, c'est pas passé ce qu'on dit, ce qui s'est passé, voilà. Je reste que, voilà, avec l'affaire de la fake dick pic, pour moi, rien qu'avec ça, bon, le narratif officiel vis-à-vis de l'affaire Marvel Fit, pour moi, ne tient pas. C'est une évidence. Mais même au-delà de ça, voilà, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, tout simplement. Voilà, j'aime bien son côté incisif. Je trouve que il a vraiment fait beaucoup de bien en ce qui concerne, je sais pas moi, les réalités, les fantasmes du fitness en France, même dans le monde en termes général. Et surtout en France vu qu'il est francophone, mais voilà, le fait que il fut un temps où on te sortait des physiques à la Schwarzenegger, on essaie de te faire croire que c'était Nati. Marvel quand même a beaucoup travaillé pour remettre un peu l'église au centre du village et les pendules à l'heure pour dire que non, ce type de physique est inatteignable, cet autre type de physique n'est pas atteignable. D'ailleurs, il a tellement bien fait que la plupart des gens qui ne l'aiment pas disent aussi que c'est quelqu'un qui casse des rêves ou je sais pas quoi. Bah oui, casser des rêves bien sûr. Si c'est pour dire que le physique de Jeff Side est atteignable en 4 ans, enfin je veux dire, bon. Pour moi, je trouve que le travail de Marvel, il fut un temps, était de salubrité publique. Voilà. Ensuite, d'autres youtubeurs peut-être que vous connaissez pas, que j'apprécie. Coffeezilla, je trouve vraiment est sympathique.
Évidemment, bon, ça n'a rien à voir avec ce que je propose, vu que là il s'agit de critiques, d'arnaqueurs, de critiques d'infopreneurs, de crypto-monnaies, tout ça. Bon, c'est un grand youtubeur là-dessus, y a pas de souci. J'aime bien Steve Reviews, et là, c'est un youtubeur britannique dont le travail est assez similaire au mien. Après, quand je dis similaire au mien, voilà, il est mon aîné de bien des années. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est beaucoup plus moi qui me suis inspiré de ce qu'il a proposé. D'ailleurs, beaucoup de mes vidéos sont inspirées des siennes, hein, comme celle sur Padak, celle sur Liffy à la recherche du monde sauvage. Je me suis beaucoup inspiré de lui, avec beaucoup moins de succès que lui, mais j'ai envie de dire, c'est normal. Hein. J'aime bien Plague of Gripes aussi. Plague of Gripes, je trouve que ses vidéos aussi sont vraiment excellentes. Je me suis aussi beaucoup inspiré de lui. D'ailleurs, on n'a pas manqué de me le faire remarquer, surtout sur ma vidéo sur l'hypocrisie de Naruto. Il est vrai que je m'étais inspiré de la vidéo de Plague of Gripes, là-dessus il n'y a pas de souci, mais j'avais cet avis en particulier sur Naruto bien avant d'avoir vu sa vidéo, donc là-dessus je m'en lave les mains, mais voilà. Je me suis quand même pas mal inspiré de lui vis-à-vis de ma vidéo sur Techidan là-dessus. Bon, je plaide coupable votre honneur. J'aime beaucoup Super Zulu. Voilà, Zulu, bien évidemment. Après, moi je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Donc il est tout à fait normal que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Donc Seven aussi. Son travail sur Yu-Gi-Oh! Leurs vidéos, je les consomme avec beaucoup d'avidité. Je suis un très gros fan de Zulu. D'ailleurs, même, je suis un peu envieux. Et j'aimerais bien être influenceur Yu-Gi-Oh! Pour être tout à fait honnête. Bon, malheureusement, je n'ai pas le quart de son talent en ce qui concerne Yu-Gi-Oh! Mais bon, écoutez, j'aimerais bien. J'aime bien aussi les joueurs du dimanche. J'aime bien aussi les joueurs du dimanche dans le même délire TCG avec c'est Rofalos, c'est ça, et Maxildan. J'aime beaucoup leur vibe, voilà. Ensuite, quels sont les youtubeurs que je trouve sous-cotés? Bon, voilà. Une question très facile à répondre. Bien évidemment, déjà, les premiers youtubeurs qui me viennent à l'esprit, c'est KiCH. Évidemment que c'est KiCH. Ce sont, voilà, d'excellents youtubeurs, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, la première fois que j'étais tombé sur leur vidéo, c'était leur vidéo sur Conan le Barbare. Et j'avais vu leur vidéo, je me suis dit, excellent, c'est très bien pour une chaîne de 500 000 abonnés. Évidemment, je scrolle vers le bas, je regarde leurs abonnés, et ouais, c'était pas 500 000. Voilà, c'était pas 500 000, c'était pas 50 000, c'était pas 5 000, c'est, voilà. J'allais dire c'est 500, quasiment, hein. Je savais même pas si à l'époque ils avaient même 1000 abonnés. Enfin, c'est abusé. KiCH font partie, effectivement, de ces anomalies sur YouTube, des mecs qui produisent de manière très consistante des vidéos de qualité, de vidéos qui font 500 000 ou 1 million de vues, et les mecs, ils cognent, 3 000, 4 000 abonnés. Vraiment, même pas, je sais même pas s'ils ont 4000 abonnés, là, à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Grosse force à eux. Il faut savoir aussi que j'ai fait des vidéos avec eux. J'ai fait quelques lives avec eux. Vraiment, un plaisir de parler avec ces deux-là, et même avec leurs potes aussi. Très grand plaisir, voilà. Grosse bise à eux. Franchement, je suis toujours prêt à faire des collabs avec eux, avec grand plaisir. Ils ont un talent immense. Et je pense très honnêtement que, voilà, s'il y a une justice dans ce monde, on devrait changer notre nombre d'abonnés, parce que je pense que ce serait plus équitable. Ça, c'est certain. D'ailleurs, pour en revenir avec Marvel Fit, c'est un peu aussi le fait que Marvel Fit ait accepté gratuitement de faire une collab avec moi, alors que pourtant, à l'époque où j'ai fait la collab, je sais même pas si j'avais 10 000 abonnés, je crois que j'en avais 5 000 ou même pas. Et Marvel s'est amené, il a dit, ouais, écoute, vas-y, y a pas de souci, on fait une collab, y a aucun problème, quoi. Alors qu'il y en a bien d'autres qui effectivement m'auraient réclamé de l'argent, tu vois. Marvel l'a pas fait. Et c'est un peu aussi pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que si je peux donner un petit coup de pouce à KiCH, faut que je le fasse, quoi. Après, j'ai pas fait grand-chose, hein, KiCH, hein, franchement. Je crois que j'avais mis 1 ou 2 messages communautaires, et ensuite j'ai fait, je crois, 2 lives avec eux. Mais bon, j'ai pas fait grand-chose. Si je pouvais faire plus, je le ferais, franchement. Ensuite, un autre youtubeur sous-côté. Celui-là, il est américain. Lui aussi, c'est pour moi une anomalie. C'est Fake Silent Hero. Je sais même pas s'il a 2000 abonnés, ce mec-là. C'est un truc de fou. Lui, il fait vraiment des vidéos de dingue, mais genre, tu sais, des vidéos de genre 10 heures sur Pokémon et tout. Mais vraiment des super vidéos, mais avec, tu sais, montage de petits oignons. Le gars, il se tape des 20 vues. J'ai pas compris. Fake Silent Hero, j'ai pas compris. Donc, voilà. Ne serait-ce que pour le supporter, allez-y, quoi. Laissez un petit like, parler en français, il s'en fout. De toutes les manières, il comprendra pas. Voilà. Essayez de lui donner un peu de force, un peu de ce fort, même si c'est un américain. Franchement, pour ce que j'en ai vu, il fait du bon boulot, mais le gars, il a quoi 10 vues par vidéo, c'est honteux. Je ne comprends pas, en fait, je sais pas. Peut-être que c'est les minias, peut-être qu'il a des mauvaises minias, je sais pas. En tout cas, il me fait de la peine, ce type-là. Il me fait beaucoup de peine, Ensuite, allez, on passe à autre chose avec mon film et mon réalisateur préféré. Alors, les films préférés, j'en ai plein, bon, j'ai pas envie de rester 40 ans à parler de ça. S'il y en a bien un que je devrais retenir, ce serait le dernier face-à-face. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, sur le dernier face-à-face de Sergio Solima. Bon, moi je suis un énorme fan des Western Spaghetti. Voilà, je vais pas forcément vous faire un résumé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le dernier face-à-face, c'est la version Western Spaghetti de Breaking Bad. Voilà.
pour aller plus vite. Ensuite, mon réalisateur préféré, bon bah j'en ai plein, j'ai Sam Peckinpah, David Fincher, Bong Joon-ho, j'en ai plein d'autres, franchement des réalisateurs préférés, je sais pas moi, Antonioni, évidemment Sergio Leone, bon, j'en ai pas mal, on va dire. Quel est ton Harry Potter préféré? Bah le troisième, hein. Le troisième évidemment. Mon Harry Potter préféré c'est le troisième. C'est le troisième tout simplement parce que y a pas le petit Tommy, y a pas Tom J du sort, y a pas Voldemort. Donc voilà quoi. Y a pas Voldemort, donc bah forcément c'est le meilleur livre. En fait le truc de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est qu'il y a quand même pas mal de tropes que moi j'apprécie beaucoup. Voilà. Parce que bien souvent on me dit oui, encore une fois, que j'aime ou j'aime pas les choses selon l'avis populaire sur la chose en question. C'est faux. Voilà. Et pour savoir de manière certaine si j'apprécie une œuvre ou pas, ou quel potentiel j'ai d'apprécier une œuvre ou pas, bah vous allez voir ma vidéo sur mes 10 tropes préférées ever. Et parmi mes 10 tropes préférées ever, bah il y a le voyage dans le temps, et il y a, évidemment, les personnages gris moralement, en tout cas le délire, personnage gentil qui est méchant, personnage méchant qui est gentil. Et c'est exactement ce qui se passe dans Harry Potter 3, en plus du fait que Voldemort, qui est pour moi l'un des pires personnages de l'univers Harry Potter, et qui plombe l'intérêt de la saga en ce qui me concerne, parce qu'il est totalement manichéen, c'est le tonton Adolphe version sorcier, il ne présente rien moralement parlant, aucune question éthique et morale, c'est juste le gros méchant qu'il faut battre parce qu'il est méchant, il présente rien, voilà. Je trouve que l'intrigue d'Harry Potter 3 est beaucoup plus intéressante pour ce que ça apporte en ce qui concerne la subtilité, le bien, le mal, la trahison. Je trouve qu'il y a des thèmes vraiment intéressants. C'est certainement peut-être le plus mature de tous les tomes d'Harry Potter. Alors, qui est mon protagoniste de shonen préféré? Bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a certains mangas qui sont considérés comme étant des shonen qui pour moi ne sont pas des shonen. Donc voilà. Bon maintenant, parce que si on part du principe que Ashita no Joe est un shonen, et c'est pas mon avis, je pense que techniquement Ashita no Joe est beaucoup plus un seinen, ne serait-ce qu'au niveau des thèmes extrêmement lourds dont il traite. Je pense que Ashita no Joe est un seinen, mais admettons que je considère effectivement qu'il est bel et bien un shonen. Et bien alors la réponse à cette question est très claire, c'est Joe Yabuki. Voilà, Joe Yabuki étant mon protagoniste de shonen préféré. Je pourrais vous dire pourquoi, mais voilà, je garde ça pour une prochaine vidéo, voilà, tout simplement. Une question intéressante, est-ce que je préfère une fiction bien exécutée mais fade, ou une fiction un excellent concept mais une exécution foireuse, exemple SAO? Bah écoutez, voilà, moi je vous le dis, les tropes ne sont pas forcément quelque chose de négatif. Moi ça me dérange pas d'avoir une histoire cliché, si derrière le cliché est bien écrit. Voilà, un exemple très simple. En plus, c'est un exemple que je suis pas forcément fan, mais pour moi, par exemple, The Last of Us 2, c'est une histoire qui est extrêmement cliché. Quand même, c'est une histoire qui veut t'apprendre le message très très original, sarcasme, que la vengeance c'est pas bien, mais il le fait de manière très originale si tu mets de côté la fin qui pour moi est une trahison, voilà, une trahison tout simplement. Mais je trouve que c'est un jeu, c'est une histoire qui est très cliché, mais qui raconte les choses qu'il veut raconter relativement bien, avec quand même beaucoup de maladresse. Voilà, j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur The Last of Us 2 pour démonter un peu, pour dire à quel point je suis très critique sur la façon dont certaines scènes, dont certaines séquences ont été écrites. Voilà, mais pour moi, par exemple, The Last of Us 2, c'est un bon exemple d'une histoire cliché qui est relativement original dans sa forme. Donc voilà. Effectivement, moi, si tu me sors un super concept, mais le concept ne va nulle part, bah ça sert à rien du tout, quoi. Ça sert strictement à rien, quoi. Par exemple, un film qui a un concept incroyable, mais qui pour moi finalement n'apporte rien, c'est le film Insomnia, le remake, avec Al Pacino et Robin Williams. Le concept est vraiment excellent, c'est-à-dire c'est l'histoire, donc en gros, je vous la fais courte, d'un inspecteur qui a du mal à dormir, qui est complètement groggy tout le temps parce qu'il a beaucoup de mal à s'endormir, et qui, alors qu'il est à la poursuite d'un tueur, finit par tuer, sans le vouloir, son collègue à cause de son manque de sommeil, d'accord? Et bien évidemment, le twist, c'est que le tueur qu'il poursuivait l'a vu. Donc, forcément, l'enquêteur donc joué par Al Pacino est obligé de mettre de côté sa moralité afin d'aider le tueur à arriver à ses fins. Ce sans quoi, effectivement, le tueur dira à tout le monde que le véritable meurtrier du collègue, du héros, n'est pas le tueur, mais bien le personnage principal joué par Al Pacino lui-même. Le concept est quand même excellent. En plus, moi, ça tape exactement là où je veux que ça tape, c'est-à-dire le personnage principal, gentil, qui devient de plus en plus méchant, voilà, le protagonist journey to villain. Donc moi, le concept est superbe, sublime, moi je kiffe. Le problème, c'est que le film ne va nulle part. D'ailleurs, il me semble qu'à la base, c'était un film suédois, je crois, danois ou suédois de base. Le film est vraiment beaucoup mieux que le remake. Et encore, il aurait pu être encore bien mieux. Donc voilà.
Pour moi, ça sert à rien d'avoir un super concept si derrière tu ne fais rien avec ça. Donc voilà quoi. Ensuite, quel animé, film ou série tu ne regarderas jamais, peu importe les demandes des abonnés. En fait, il y en a aucun. Hein. Moi, si je vois qu'un film ou une série m'est beaucoup demandé, bah, il y a un moment donné où j'irai, quoi. Voilà, c'est sûr. Par exemple, moi, One Piece, en ce qui me concerne, c'était réglé, c'était fini. Bah, finalement, à la fin, je m'y suis remis. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent des reviews sur Kingdom, par exemple. Bah écoutez, oui, je vais m'y mettre. Je vais prendre mon temps, comme avec One Piece, mais je vais m'y mettre, je m'y mettrai. Et par exemple, Jujutsu Kaisen, voilà, j'ai mis plus d'1 an à m'y mettre, bah finalement je m'y suis mis. Au moment où j'enregistre cette FAQ, j'ai terminé l'enregistrement, j'ai terminé l'écriture, voilà, tout est fait, la vidéo est en phase de montage. Elle va prendre un temps pharaonique, je pense, à être montée, parce que c'est peut-être l'une de mes vidéos les plus longues de ma chaîne. Je crois que j'ai mis 2 heures, 2 heures et demie, en tout et pour tout, à l'enregistrer. C'était une épopée, hein. J'étais en sueur à la fin de l'enregistrement, voilà. Je prends mon temps, mais ce qui est certain, c'est que toutes les œuvres qu'on me demande à faire, je les fais. Voilà. Je vous donne mon avis, de façon toujours sans filtre. Je vous dis exactement ce que je pense. Après, c'est vrai qu'il y a certaines fictions, certaines œuvres, certains animés qui me font un peu peur. Contrairement à ce que certains peuvent dire sur le fait que ma chaîne et mes vidéos sont des rage bait, entre guillemets, que je fais exprès d'aller à l'encontre du courant, des avis des autres en général pour foutre le seum à tout le monde et faire des vues. Il y a certaines œuvres voilà, où j'hésite un peu à rentrer les pieds dans le plat. Par exemple, Code Geass. Code Geass, je sais que c'est un animé qui est beaucoup apprécié. Et moi, franchement, voilà, moi c'est un animé que j'aime pas du tout. J'en ai parlé une à deux fois sur la chaîne. Je pourrais faire une longue vidéo pour détruire l'animé, mais voilà, je sais très bien que ce serait à mes risques et périls. Donc bon, peut-être que je la ferai un jour. Je la ferai peut-être un jour, mais c'est vrai que, bon, j'ai pas trop envie. Contrairement à ce que certains peuvent croire, je suis pas juste là pour cracher sur ce qu'aiment les autres et foutre le seum aux gens pour faire des vues. Hein. Ça peut m'arriver parfois, mais la vérité, c'est que c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus. Hein. Voilà. Par exemple, One Piece aussi, au-delà du fait que c'est pénible pour moi de tout relire, ce que j'ai fait, finalement, c'est aussi parce que, bon, je me dis, bon, ok, je vais relire 1500 chapitres limite, mais en plus, voilà, je vais critiquer quelque chose que tout le monde aime, à quoi ça sert de se faire insulter, quoi. Bon, finalement, les vidéos ont été plutôt bien reçues, bon, bien sûr, il y a des gens qui étaient pas contents, mais en général, je me prends assez peu d'insultes, finalement. Quand je dis, ouais, insulte, on m'a insulté, c'est pas vraiment des insultes. On me dit, oui, t'as un avis de merde. C'est pas une insulte, c'est un avis. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je trouve très honnêtement que les gens sont très civils dans les commentaires. Il y a des gens, effectivement, qui disent « Oui, bah, tu sais pas, tu sais rien. » Oui, bon, c'est leur droit le plus strict de dire ça. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci, donc non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Bref, j'ai bifurqué. Ensuite, tu essaies d'aller un peu plus vite. Quel est ton personnage préféré en animé, film, série confondu? Alors, bon, j'ai beaucoup de personnages préférés. Je vais vous donner les 3 premiers qui me viennent à l'esprit. Squall Leonard de Final Fantasy VIII, Kenny de The Walking Dead, tel, Escalade de Vinland Saga. J'en ai bien d'autres, mais on va rester avec les 3, parce que là, je commence à être un peu fatigué. Quelle est ta meilleure vidéo réalisée selon toi? Alors, ma meilleure vidéo, je dirais qu'il y en a 2. Voilà, il y en a 2. Celle sur Nox, qui a bidé sa race, et j'en suis extrêmement triste. Moi et mon équipe, d'ailleurs. Moi et mon équipe, on est vraiment... Bon, voilà, on va pas se mentir, on était un peu déchirés. C'est ces heures et ces heures de travail réduits à néant. C'est vraiment triste. Et une vidéo qui date, d'ailleurs c'était un peu la vidéo qui a sonné avec mes vidéos sur Harry Potter qui date il y a 3 ans maintenant. Ma première vidéo sur le top 10 des moments choquants. Voilà. Je trouve que cette vidéo est vraiment incroyable. C'est vraiment la vidéo où je me suis dit, ah ouais, franchement je pense que je peux aller loin avec ce concept-là. Donc voilà, c'est peut-être ma meilleure vidéo avec celle sur Nox, donc voilà. Ensuite, quand est-ce que tu vas te révéler face à la caméra? Bah écoutez, jamais. Voilà, jamais. C'est pas dans mes plans. Il fut un temps où je me tâtais, mais là maintenant c'est bon. J'ai pas envie, ça sert à rien. Alors pourquoi me montrer finalement? Pourquoi me montrer? Ça n'a pas de sens. Je tiens quand même à mon intimité. Mais à minima en tout cas, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse ou je sais pas quoi. Enfin bon, qu'on me reconnaisse. Enfin c'est pas comme si, voilà, frère, j'ai que 50 000 abonnés, c'est rien du tout, on va pas me reconnaître dans la rue, mais vous comprenez quoi. Je suis tranquille, quoi. Plus même au-delà de ça, au niveau de mon métier, j'ai pas trop envie que des gens puissent se dire « Ah, nanani, ça, c'est Yaji ». Voilà. YouTube, c'est YouTube, ma vie, c'est ma vie, et je pense que... Voilà. Je pense que je suis pas encore prêt, et je ne pense pas être un jour prêt, après on ne sait jamais, à casser la barrière. Peut-être qu'un jour, je me montrerai, mais pas sur ma chaîne, en tout cas. Pas sur ma chaîne, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que ma chaîne est rentable? Alors écoutez, ma chaîne est devenue
rentable, entre guillemets, à partir de août dernier. Voilà, de août dernier, c'est-à-dire août 2024. C'est à partir de là où j'ai commencé à me dégager un petit peu d'argent. Jusque-là, j'étais à perte. Même à l'heure d'aujourd'hui, je mangerai pas. Hein. Il faut que je paye mes équipes, il faut que je paye mon loyer. Voilà. Après, j'ai mon salaire de base, hein, de mon métier à côté de YouTube, qui m'aide quand même à pouvoir vivre. Mais pour vous dire la vérité, moi, en général, à la fin de chaque mois, je suis un peu dans la mouise. Je vais pas vous mentir. Voilà, j'ose espérer que dans un futur assez proche, je puisse vivre de manière relativement aisée. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'elle est rentable? Pour l'instant, elle n'est pas tant que ça c'est sûr. J'ose espérer qu'elle le devienne dans pas trop longtemps. Ensuite, pourquoi la qualité de mon micro varie? Parce qu'en fait, j'enregistre de façon différente. Parfois, j'enregistre avec mon micro et ma carte son. Parfois, comme maintenant, j'enregistre avec mon portable. Donc ça dépend de l'endroit où je suis, de ce que j'ai envie de faire, si j'ai la flemme ou pas. Voilà, ça dépend vraiment de ça. Pour vous dire la vérité, moi, la qualité du micro, je m'en suis toujours foutu. Et là, je parle en tant que consommateur de vidéos YouTube. Moi, je m'en fous. Hein. Je m'en fous de la qualité micro. Tant que je peux entendre la voix du gars, ça me suffit. Donc c'est pour voilà. Donc je pense que vous l'aurez compris, j'essaie de produire le type de contenu que moi-même je pourrais consommer. Donc voilà. Ensuite, question suivante, mais là on est quasiment à la fin. Où est-ce que je pense être dans mon aventure YouTube depuis la dernière FAQ? Ça veut dire que la dernière FAQ c'était 25 000, donc là j'ai le double des abonnés que j'avais à l'époque, c'est-à-dire 50 000. J'en suis très très content. Est-ce que j'ai un objectif clair que je souhaite atteindre sur la plateforme ou par rapport à la communauté? Ben écoutez, moi je suis très content de mon parcours. Voilà. Je pensais jamais pouvoir effectivement atteindre 50 000 abonnés un jour. Jamais, impossible. Pour moi, même 5 000, c'était un truc de fou au début. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai vraiment galéré pour arriver jusque-là. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai commencé en 2019. Pendant quasiment 1 an et demi, j'avais 1 à 2 vues par vidéo. Et évidemment, c'est 1 à 2 vues, c'était moi. Voilà, c'était moi 2 fois parce que je regardais 2 fois mes vidéos. Donc voilà, j'en suis quand même très content. Après, pour vous dire la vérité, moi déjà, à partir de 15 000 abonnés, je savais que c'était bon. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais sorti un PDF. On m'avait critiqué là-dessus pour ça. Je peux comprendre aussi. Hein, c'est vrai que ça avait l'air un peu bizarre, mais j'avais sorti un PDF qui était payant au début, mais après qu'il a plus été parce que j'ai vu que les gens ça intéressait pas les gens. Parce que je me suis dit bon allez, c'est gratuit, allez prenez. Donc voilà. Et dans ce PDF, effectivement, j'expliquais comment réussir sur YouTube. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais frère, t'as que 17 000 abonnés, parce que quand j'avais sorti ce PDF, j'avais que 17 000 abonnés, on m'a dit, ouais, mais t'as pas la légitimité pour parler. Bah, en fait, le truc, c'est que, à partir de 17 000 abonnés, je savais que j'allais pas m'arrêter. Voilà. À part une catastrophe ou un truc indépendant de ma volonté, je savais que j'avais la formule. Voilà. Je savais que j'avais la formule, et force est de constater que j'avais raison. Ça veut dire que moi, à partir déjà de 10 000, 15 000, j'ai plus changé la formule. Voilà. Tout ce que j'ai fait, c'est juste de l'améliorer. Voilà, de faire en sorte de pouvoir sortir des vidéos de plus en plus rapidement. Voilà. J'avais fait une petite séance de coaching avec Studio Fitness, je crois, youtubeur Studio Fitness. On avait effectivement parlé, parce que je lui avais dit, écoute, j'aimerais pouvoir percer. Et le mec a été vraiment très honnête avec moi, alors que pourtant il aurait pu me vendre du rêve, genre ouais vas-y, prends 40 séances et on va te faire percer. Il me semble d'ailleurs que c'était son pote, hein. Il avait jeté un coup d'œil à ma chaîne, il m'avait dit frère, il y a rien à faire, hein. Enfin, il y a rien à changer, hein. Juste continue ce que tu fais, ça va le faire, quoi. Et c'est ce que je pensais avant, mais je me disais peut-être qu'il y a quelque chose que je ne fais pas encore bien ou pas assez bien. Et lui-même m'avait dit qu'en fait, il y a rien à changer. Il y a rien de ce que je fais que je pourrais faire beaucoup mieux, en fait, finalement. Voilà. J'ai la base. Donc voilà. C'est juste pour dire que dans mon voyage YouTube, je pense avoir relativement atteint mes objectifs déjà à partir de 15 000. Donc voilà. Et tout ce que je veux, c'est juste continuer là-dessus, et continuer à grossir, et continuer à pouvoir vivre de ça, quoi. C'est tout. Voilà. Après, objectif clair, bah, évidemment, j'aimerais avoir 100 000 abonnés. Voilà. 100 000, c'est bien. 100 000, et puis franchement, moi, ça me dérangerait pas de stagner à 120 000. Franchement, et rester là. Ce serait quand même un truc de fou si je pouvais arriver à 100 000 avant la fin de l'année. J'y crois pas, mais ce serait pas totalement impossible. Je pense quand même arriver à 75 000, si tout va bien, hein, à part s'il y a une catastrophe. Je ne souhaite pas. Je pense pouvoir atteindre les 75 000 d'ici décembre 2025. Les 100 000 sont à portée de main, mais je crois pas que ça va le faire. Il me faudrait une bien meilleure croissance, et pas certain que je puisse en être capable pour l'instant. Donc voilà. Mais par exemple, je sais très bien que jamais je pourrais atteindre les 1 million d'abonnés. Donc voilà. C'est pas comme si j'avais pas les pieds sur terre, quoi. Ensuite, dernière question. Qu'est-ce qui m'a mené à démarrer mon aventure YouTube? Bah écoutez, ça aussi, c'est une question à laquelle j'ai répondu dans ma vidéo des 25 000.
Bon, bah, de toutes les manières, je vous l'ai dit plus ou moins, moi, ce format de critique, d'œuvres, de fiction, je lis tout ça, sur YouTube, c'est un truc qui m'a plu dès que ça a été inventé, le Nostalgia Critique. Ensuite, après, bien sûr, en France, ça a été importé avec, voilà, avec le Jour du Grenier, Crost, bref, voilà. Même des mecs comme MJ Freeze One, hein, voilà, qu'on peut critiquer d'ailleurs, hein, ça c'est une autre histoire, mais s'il fait quand même partie des pionniers de ce format-là, en tout cas en France. Donc moi j'ai toujours voulu faire ça. J'avais beaucoup de mal au début et j'ai pris beaucoup de temps à me mettre dedans déjà, on va pas se mentir, à cause de la paresse. Voilà, du fait que je sache pas monter, puis voilà, monter une vidéo YouTube, ou même ouvrir un compte YouTube pour pouvoir poster des vidéos là-dessus. C'est un peu une montagne, hein, c'est un peu une montagne qui paraît infranchissable lorsque tu commences. Lorsque t'as pas le pied dedans, quoi. Tu te dis qu'il va falloir effectivement que tu achètes une carte son, un micro, que tu apprennes à monter, montage audio, montage vidéo, que tu puisses écrire faut trouver des sujets, bref, c'est quand même beaucoup, mais c'est quand même un truc de ouf, mais c'est un peu comme une locomotive. Au début, ça prend du temps, mais une fois que ça démarre, ça démarre. Voilà, et plus ça va vite, et plus c'est facile. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Il fut un temps où j'avais beaucoup de mal déjà à sortir une vidéo par mois. Là, maintenant, j'en sors une par jour quasiment, et je m'en porte pas plus mal. Donc voilà, et en fait, c'est ça. J'ai toujours voulu faire ça. Le truc, c'est que j'ai mis du temps avant de commencer. Il me semble que j'ai commencé à l'âge de 28 ans. Donc relativement tard, on va dire. Tout simplement parce que, oui, c'est la peur, c'est un peu la paresse aussi. Voilà, dans le sens où je me disais, comment je vais faire ? Ça me demande beaucoup trop. Mais voilà, s'il y a bien 2 trucs que je retiens de mon expérience, 2 leçons qui pour moi sont qui m'ont permis effectivement d'arriver jusque-là. Bien souvent, lorsque les gens vont donner des conseils pour réussir sur YouTube ou pour réussir en termes généraux, et encore une fois, toute proportion gardée, hein, j'ai que 50 000 abonnés sur YouTube, réussir, voilà. Squeezie, il a réussi. Moi, je suis pas certain d'avoir réussi, mais voilà, encore une fois, juste pour vous inquiétez pas, j'ai pas encore tout à fait les chevilles qui gonflent. En tout cas, pas tant que ça. Mais voilà, réussir, toute proportion gardée, 50 000, c'est pas grand-chose. 2 choses, déjà. Première, faut commencer. Voilà, faut commencer, et tu peux pas attendre que tout soit parfait avant de commencer. Sinon, tu bouges pas. Voilà, t'y arriveras pas. Tu peux pas, voilà. Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est un de mes grands défauts. Bien souvent, même au niveau de l'écriture, parce que je me pique un peu d'écriture, ce qui fait que j'ai toujours pas sorti de livre, c'est à cause de ça, quoi. À chaque fois que j'ai envie que, effectivement, mon livre soit le plus parfait possible, et à la fin, bah, voilà. Je taffe dessus depuis quasiment 15 ans maintenant, il est toujours pas sorti, il est toujours pas même en état d'être sorti. Donc voilà, à chaque fois, t'as envie de rajouter un peu plus de lore, de rajouter peut-être un personnage de plus, rajouter peut-être un arc de plus, et à la fin, bon, t'y arrives pas, quoi. Et c'est pareil avec YouTube. Si tu te dis, non mais en fait, il faut vraiment que mon logo soit parfait, il faut que mon titre soit parfait, il faut que ma chaîne soit parfaite, il faut que mes textes soient parfaits, il faut que mon montage soit parfait, à la fin, tu t'y arrives pas, quoi. Ça bouge pas. Et deuxième truc, une deuxième leçon très très importante, et j'en avais parlé d'ailleurs, il me semble, dans ma vidéo 25 000 abonnés, si tu ne sais pas faire quelque chose, apprends, déjà, mais, au pire, paye quelqu'un qui sait le faire. Voilà. Je pense que c'est une leçon qui est vraiment bien pour les gens qui sont un peu paralysés. Voilà. Je trouve que c'est 2 bonnes leçons. Maintenant, je vais pas vous mentir, YouTube, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme tous les océans rouges, hein, si vous me permettez effectivement l'utilisation de ce terme marketing. L'océan rouge, c'est-à-dire que c'est une discipline avec beaucoup de compétition, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Hein. N'importe qui peut effectivement s'acheter une carte son et devenir youtubeur, entre guillemets, quoi. N'importe qui peut le faire, voilà, quoi. Il n'y a pas de diplôme, voilà. C'est ouvert à tous. Ce qui fait que forcément, bah, la compétition fait rage. C'est assez coupe-gorge. Et on va pas se mentir, dans ce genre de truc-là, dans ce genre d'environnement, il y a quand même une grosse part de chance. On va pas se mentir, bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui, après avoir réussi, entre guillemets, vont te dire qu'ils ils ont réussi seulement grâce à leur consistance, grâce à leur persévérance, grâce à la force de l'amitié ou je sais pas quoi. Il y a de ça, mais il y a aussi, effectivement, un facteur chance qu'il ne faut pas mettre de côté. Et pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est KCH et l'autre, là, Fexalian Tiro. Voilà. C'est des mecs, effectivement, qui ont un talent de dingue, mais pour X ou Y raison, bah, pour l'instant, ils sont toujours en train de galérer, quoi. Voilà, après, pour KCH, j'ose espérer que dans pas longtemps, ils percent. Leurs vidéos sont largement assez qualitatives pour ça c'est une évidence. Mais bon, voilà, ça peut arriver. Tu peux très bien débarquer avec un super concept, avec un montage aux petits oignons, avec, comment dire, une identité, mais vraiment coupée à la serpe, parce que KCH, encore une fois, désolé, hein, ce qui m'a choqué surtout sur KCH, au-delà
du studio super stylé, du montage de dingue et tout ça, c'est surtout l'identité. Ce qu'ils font, il y a personne d'autre qui le font. C'est-à-dire la critique de film, mais avec ce côté à la bonne franquette, avec ces expressions un peu limite franchouillardes, « Ouais, alors les mecs, ça va il est venu pleine balle !» Je sais pas quoi. Leur manière de parler, bah, je veux dire, c'est tellement marrant. Mais il y a que eux qui font ça, ils ont leur délire. Et pourtant, derrière, voilà, tu les vois, ils galèrent. Il y a aussi ce facteur chance qu'il faut pas prendre qu'il faut pas mettre de côté. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui veulent te faire croire qu'en réalité, il suffit juste de croire en soi pour réussir dans la vie en termes général. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Il y a ce facteur hasard, ce facteur aléatoire, ce facteur random qu'il ne faut pas mettre de côté. Vous pouvez très bien, effectivement, commencer peut-être à démarrer YouTube, faire tout bien et quand même échouer. Et c'est comme ça dans la vie en termes général. Il y a trop de paramètres qui nous échappent. Voilà, tout simplement. Bah, désolé les gars. Moi j'ai eu de la chance, et encore une fois, oui, j'ai eu de la chance. Voilà. C'est vrai que, à m'entendre, on dirait que j'ai 1 million d'abonnés, voilà. Encore une fois, je module tout ce que je dis, je suis personne, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que quand je vois mes abonnés, quand je vois les abonnés d'autres youtubeurs comme Fake Silent Hero, qui fait un boulot qui est largement supérieur à ce que moi je produis, et quand je dis largement supérieur, c'est surtout au niveau de l'écriture et tout, quoi. Moi c'est un peu, voilà, bon. Je critique, mais je fais pas grand-chose. Je parle pas du montage, hein, parce que mon équipe vraiment se déchire au travail. Hein, voilà. Voilà. Quand je compare effectivement leurs abonnés à mes abonnés et à mon succès, encore une fois complètement relatif, je me dis franchement j'ai de la chance, quoi. Je me dis pas j'ai du talent, je dis j'ai de la chance. Bref, on va s'arrêter là. Cette FAQ est interminable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous, à la prochaine.